jusque-là, au fond, on peut comprendre, enfin, ce sont des valeurs redoutables dont je parle ici, mais au fond, je n'ai pas dit l'essentiel. Je ne crois pas avoir dit l'essentiel. Le véritable enjeu qui était le nôtre et qui sera demain celui de tous les établissements, c'est pas simplement, en fait, de développer ces valeurs parmi les enseignants. D'ailleurs, entre parenthèses, les enseignants, ils les ont déjà, ces valeurs. Maintenant, si on réfléchit une seconde, les enseignants n'ont pas attendu ce plan de pilotage pour déjà adhérer à ces valeurs, bien sûr. Le vrai enjeu, c'est de mettre ces valeurs au service d'une dynamique collective. C'est bien ça la question. C'est de dépasser, dans une certaine mesure, une forme d'individualisme contemporain, fondée sur ces valeurs de responsabilité, de réflexivité, pour les inscrire dans une dynamique collective. Et c'est en ce sens, me semble-t-il, que le pacte montre la voie d'une façon très, très intéressante. Et je vais maintenant essayer, dans la deuxième partie, de le montrer. Au fond, je pourrais m'arrêter là, et nous pourrions imaginer, et on pourrait chercher, on pourrait comprendre cette inspiration comme celle qui est propre à notre individualisme contemporain. Voilà, lequel est fondé sur l'autonomie, la réflexivité, la responsabilité, l'évaluation, voilà. Eh bien non. Eh bien, au risque de surprendre, je dirais que le véritable enjeu, il est dans ce qui va suivre. Il est dans cette inscription des valeurs au service d'une dynamique collective. Et d'ailleurs, je voudrais insister là-dessus, ce qu'évaluent les DCO, les responsables de l'autorité publique qui viendront dans les écoles, qui écouteront chacun, qui regarderont les résultats, etc. Ce qu'ils évaluent, ce ne sont pas les résultats de chaque enseignant, ce sont les résultats réalisés par l'établissement dans son ensemble. L'évolution des apprentissages, du redoublement, du décrochage, du taux de départ avant le terme des études, de la mixité sociale, de l'ambiance aussi bien, de la promotion de la citoyenneté, enfin du développement d'activités culturelles, enfin voilà ce que les établissements se donneront comme objectif et ceux qui leur seront assignés par l'autorité publique. Et c'est en tant qu'établissement qu'il y a reddition des comptes, évaluation, responsabilisation, autonomie, et même réflexivité. Et donc c'est la question fondamentale qui, je pense, est sans doute la question aujourd'hui de notre époque, l'enjeu pour demain, dans des sociétés qui finissent par être malades de l'individualisme, un peu malades de l'individualisme. C'est d'articuler le collectif et l'individuel, non pas de l'opposer, certainement pas de remplacer l'individuel par le collectif. Nous sommes les héritiers d'une grande tradition d'individualisme qui est propre, aux Lumières et propre à notre époque. Et la question qui est posée partout, dans tout parti politique, partout, c'est la question de savoir est-ce qu'il est possible de réguler, d'inscrire cet individualisme auquel nous tenons tous comme à la prunelle de nos yeux, quoi qu'on dise. Eh bien, est-ce qu'il est possible d'inscrire cet individualisme dans des formes de dynamique collective respectueuse de l'intérêt à long terme de nos sociétés. Et donc, c'est de ça dont il est question. Et les réformes du service public soulèvent tout le temps cette question, tout le temps. Et là où elles ne l'assument pas, ça déraille. Ça déraille. Alors, voilà. Les gens tombent dans une forme de cynisme. Ils se rendent compte qu'en réalité, les discours du collectif, ça c'est juste un petit peu de cosmétique tout autour, mais ils prennent rapidement conscience qu'ils sont jugés en tant que personne, et seulement en tant que personne, et puis il se développe une forme de cynisme sous le chapeau de valeurs qui ne sont plus qu'un discours. C'est juste alors un discours, une propagande, quoi. Voilà. Parce que les valeurs, ça peut aussi être une propagande. Il faut bien le voir en face. Or, cette construction du collectif
partout, je dis pas seulement dans les écoles, partout, à l'université ou ailleurs, est très souvent précaire. Très souvent précaire. Et c'est pour moi une source d'effarement parfois, un petit traumatisme, peut-être un traumatisme qui a, à titre personnel, orienté une partie de ma vie d'ailleurs, c'est d'observer à quel point nos institutions publiques, des institutions dédiées au bien commun, dédiées à l'intérêt général, vierges de logique de marché et de logique de profit, dont la raison d'être est intégralement liée au bien public que produisent ces services, comment, au cœur donc du service public, des logiques d'individualisme, d'égoïsme parfois, d'isolement, d'individualisme parfois de retrait, ou d'individualisme parfois un peu sinistre, ou voilà, peuvent venir se glisser. Pourquoi, au cœur de l'institution publique, se développent des formes d'individualisme aussi marquées? Et c'est vrai qu'à l'université, on est comme ça. Les professeurs sont des petits indépendants. Hein. Et une fois qu'on commence à dire venez, on va participer à une réunion, hein, et on va maintenant commencer à réfléchir au contenu de nos enseignements, et on va réfléchir, et puis on va voir, voilà. Ouf! Il faut un surcroît d'autorité pour y arriver. Hein. Donc, voilà, c'est ainsi. Donc, d'où vient cet individualisme au cœur de l'institution publique? Souvent, je l'observe, d'un manque de clarification des finalités, des objectifs et des stratégies. C'est très difficile de construire un collectif quand vous n'avez pas une clarté sur le projet général, sur la mission, sur les objectifs à réaliser, sur les stratégies pour les atteindre. Donc ça, déjà, il y a un premier problème. Le deuxième problème, c'est la multiplicité des freins à la dynamique collective. Voilà, la peur du jugement, par exemple, l'envie d'être maître chez soi, mais pas simplement pour être maître chez soi, hein, dans son service, dans sa classe, mais c'est la peur du regard de l'autre, le temps qu'on n'a pas envie de consacrer aux autres, voilà, la peur de la comparaison et de découvrir que peut-être quelqu'un d'autre fait mieux que nous, des rancœurs non traitées, des jalousies non traitées, des personnes avec qui celle-là je ne veux plus la voir, si elle vient dans la réunion, moi je ne viens plus, voilà, etc. Enfin, donc vous avez l'humain trop humain qui vient en permanence saper la logique collective, l'affaiblir. Et puis vous avez une troisième dimension dont j'avais eu l'occasion de parler quand j'étais venu la première fois, c'est une autorité immergée dans le réglementaire, immergée dans la gestion des personnes et dans la gestion des objets et des processus, et qui perd de vue sa fonction d'incarnation du collectif. Je crois qu'il y a cette dimension-là, elle est vraiment fondamentale. Ce fait que dans le quotidien, peu à peu, l'autorité règle les problèmes les uns après les autres qui surgissent. Ah oui, il y a ceci, machin n'est pas venu, il faut changer les élèves de classe, il y a le problème de la cour de récré, il y a la vitre qui est cassée, et qui perd la possibilité de se mettre à distance en disant « Allez, quel est le sens de tout ce que nous faisons ici ? À quoi servons-nous ? Quelle est notre utilité ? Est-ce que nous le faisons bien ? Et en quoi est-ce que je dois exercer mon autorité à partir de ça ? Voilà. En quoi suis-je le garant de cette dynamique générale ? Autrement dit, en quoi suis-je le garant de l'avenir même de mon établissement, de mon institution ?